Bonsoir tout le monde, d'abord. Comme ça a été présenté, ce soir on va vous parler de serverless en JavaScript. Donc on a eu déjà une grande annonce qui est une world premiere pour nous, donc une annonce d'un outil. Et je pense que ça peut pas être mieux décrit que la présentation du meilleur outil jamais vu, qu'on a développé en interne. On se permet beaucoup de compliments parce que c'est nous qui l'avons fait. Tout à fait, c'est très important. Du coup, ce soir, l'objectif de cette présentation, c'est de déployer vos applications facilement en serverless grâce à EasyLamb et qu'on découvre cet outil ensemble. Donc, on va passer par quelques points. Déjà, on va revenir au basique. Qu'est-ce que le serverless? Est-ce que déjà dans la salle, ce soir, vous avez pu utiliser du serverless, fait ou entendu parler? À la main levée, vite fait. Ok. C'est déjà pas mal, c'est cool. Donc on va revoir un petit peu les bases de à quoi ça correspond. L'histoire de pourquoi on est venu à créer un outil pour faire du serverless. Qu'est-ce que EasyLamb et comment l'utiliser, et un Rex sur l'usage de l'outil qu'on a développé. On s'est fait un propre Rex de notre outil, c'est pas mal. Et il y aura une petite démo de Nathan aussi au milieu de la présentation pour utiliser EasyLamb, ce genre de choses. Du coup, qu'est-ce que le serverless? Déjà, c'est un peu... Tout est dans le nom. Le serverless, du coup, c'est une infrastructure sans serveur. Donc, on a l'habitude souvent quand on déploie une application, c'est d'allouer un serveur avec des capacités de RAM, de CPU, ce genre de choses. Tout le monde a normalement un peu la notion. Et du coup, le serverless, c'est de se dire on va plutôt payer à l'utilisation et à la consommation de nos ressources. Donc ça a un avantage dans certains cas et un désavantage dans d'autres. En fait, l'objectif, c'est vraiment de se dire qu'on va instancier un serveur lorsqu'on en aura besoin, et dès qu'on n'en aura plus besoin, le serveur, on va entre guillemets le détruire, c'est-à-dire qu'on ne va plus l'utiliser. Et du coup, on va juste payer quand nous, on en aura besoin. On ne va pas payer typiquement pendant un mois entier un serveur pour héberger notre application. Tout à fait. Si on peut se dire pourquoi on fait ça, pour vous donner un use case un petit peu basique de pourquoi on pourrait utiliser du serverless, des fois on a des applications où on va faire de la conversion de PDF en Word qui va demander pas mal de RAM pour un serveur. Et globalement, en fait, on va du coup allouer, je sais pas, un serveur à 16 Go de RAM qu'on va payer en continu, et alors qu'en fait, cette fonctionnalité, on s'en sert que rarement dans l'application. Et du coup, c'est de se dire de créer plutôt des fonctions, et les fonctions qui ont besoin de beaucoup de RAM, elles sont instanciées qu'à certains moments, et du coup, on les payera que très peu finalement, et ça n'a pas d'impact sur la facture. Ça va permettre d'avoir une application en centrale avec des ressources qui vont être allouées plus faibles. Et dès qu'on a des pics, on les externalise. Et en fait, on a vraiment une facture qui est beaucoup plus lisse. Exactement. Et ça évite vraiment d'avoir des gros coûts sur le mois. Exactement. Du coup, dans le serverless, on a une notion qui s'appelle les lambda. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ce que j'ai voulu faire, c'est une sorte de petit comparatif déjà d'un fonctionnement d'une API classique qu'on peut souvent retrouver. Donc, c'est de se dire, on part de endpoints qui sont stockés dans des contrôleurs, qui vont dans des services et ensuite dans des repositories. Alors souvent, du coup, les endpoints, c'est la déclaration avec le nom, le contrôleur, c'est ce qu'il le stocke, le service, ça va être toute la logique un peu métier, et le repository, c'est l'interaction avec la base de données. En serverless, du coup, on a la partie lambda qui a un nom qui est stocké dans des handlers. Alors pourquoi des handlers? C'est parce qu'en fait, on a différentes manières d'instancier des lambda dans des handlers. On a la manière, du coup, en HTTP, comme on a classiquement avec l'API ici, mais on peut aussi avoir un service de queue qui vient trigger l'exécution d'une lambda. Du coup, après, on retrouve les mêmes schémas, du coup, le service pour la logique métier, le repository avec l'interaction de la base de données. Derrière, je voulais vous parler un petit peu du cycle de vie d'une lambda. Du coup, vu qu'on instancie finalement une lambda avec son serveur, on a une notion qui s'ajoute, qui s'appelle le cold start. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai défini juste en dessous. C'est le fait de se dire que quand on crée une fonction en JavaScript, on a un node module, ce genre de choses pour les packages qu'on va intégrer dedans. Du coup, on a déjà, par exemple, AWS qui va dire, nous, on veut 128 MO de RAM pour notre fonction. Donc lui, il doit créer l'allocation des ressources pour notre fonction. Derrière, télécharger le code avec le node module. C'est pour ça qu'on a une notion qui est très importante dans le serverless, c'est de faire un code qui soit le plus léger possible. Parce que du coup, vu qu'on le télécharge, si on a un node module qui fait 100 MO, ça rajoute du cold start, etc. Et derrière, le bootstrapping de l'environnement, du coup, avec tout ce qui va être le runtime. Pour le coup, par exemple, là, c'est du node qui permet l'exécution de votre code. Donc du coup, on a le cold start, l'execution time, qui est du coup le temps d'exécution de votre lambda classique, comme quand on appelle une API REST normale. Il faut savoir que du coup, vu que vous payez à l'utilisation, l'objectif c'est d'avoir des fonctions qui soient le plus rapides possible.
Et derrière, si on ne s'en resserre pas dans un temps à partie qui est les TTL, time to live, des providers qui sont définis souvent entre 10, 15, 20 secondes, chacun ses propres TTL, la fonction est détruite, et du coup après on repart dans le même cycle. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va vraiment avoir 2 temps d'exécution différents. Il va y avoir le temps où on va appeler pour la première fois la fonction, et du coup tout l'environnement va se créer. Il va y avoir le temps où on va le rappeler alors que l'environnement est déjà créé, et du coup ça va être beaucoup plus rapide. C'est vrai que quand on a des lambdas, souvent on va avoir le premier appel qui va être beaucoup plus long que le deuxième qui va du coup profiter de l'instanciation de l'infrastructure du premier. Ce qui est pratique, c'est que si vous avez une application qui est utilisée toute la journée, souvent et vraiment régulièrement, on ne va pas avoir cette étape de cold start, et du coup la nuit, votre serveur est complètement éteint et vous ne payez pas de facture, pour donner un exemple. Du coup, on a pu le voir un petit peu juste avant. Le cold start, du coup, ce qui est important de retenir là-dedans, c'est qu'il faut qu'il soit le plus rapide possible pour éviter de payer plus cher. Donc à ça, le runtime va y jouer. Donc le runtime, c'est votre comme du Node qui permet d'exécuter du JavaScript, la taille de votre package et du coup l'execution time du coup qui correspond à votre code. Alors, pourquoi on est venu à créer notre propre outil? De base, pour ceux qui ont fait du serverless, est-ce que vous avez utilisé le framework serverless qui est disponible? À main levée? Pas du tout? Personne? Ok. On va pouvoir le critiquer du coup. C'est parfait. C'est un framework du coup qu'on pouvait ajouter assez facilement sur notre projet, qu'on ajoutait en tant que package en dev, et qui permettait du coup de pouvoir déployer des lambdas très facilement sur 3 providers différents, qui est AWS, GCP ou Azure. Il avait une grande particularité, c'est qu'il était très simple d'utilisation. Hop, si je puis me permettre. Il avait à la racine de notre projet, en fait, on venait déclarer un fichier YAML où on venait définir notre provider. Vous ne voyez pas trop bien, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu. On mettait le runtime d'exécution de notre lambda, le memory size de manière générale, on gérait notre timeout, ce genre de choses, et la déclaration de notre fonction, on venait tout simplement dire où est-ce que se trouvait le handler dans notre projet. Par exemple, si j'avais fait un fichier handler et j'avais fait un fichier JavaScript hello.js, je mettais juste handler.hello et il allait tout seul le récupérer et du coup le déployer. Simple d'utilisation, très bien, sauf que, ça c'était quand tout était beau, ils ont sorti une V3 qui obligeait de passer par leur dashboard, en fait, leur cloud à eux, ce genre de choses, qui rendait vachement contraignant l'utilisation de ce framework, beaucoup moins agréable à utiliser. Les configurations devenaient de plus en plus galères parce qu'il fallait créer des comptes robots chez eux pour ensuite les mettre sur les providers. Enfin, c'était vraiment très complexe. Et ils ont ajouté une histoire de token payant lors des déploiements, du coup, qui rendait payant la solution. Et donc, ça ne nous a pas trop plu. Et à ça, moi, je suis allé voir Nathan et je lui ai dit ça me plaît pas, faut que tu trouves une solution. Ce qu'il faut savoir, c'est que des outils comme ça existent pour une seule raison, c'est que pour déployer une lambda, en fait, on a besoin de créer plein de ressources sur le cloud. On ne va pas toutes les lister, mais ça devient en fait très compliqué pour juste déployer un petit morceau de code. Et l'objectif des outils du coup comme serverless, du coup comme EasyLamp, même si c'est plus l'objectif c'est plus de vous montrer la démarche de la création d'un outil, comment on le fait fonctionner, plus que de vous dire de l'utiliser, parce que clairement l'utilisez pas sur vos projets. C'est pas du tout l'objectif. Mais ce qui est compliqué, c'est d'instancier toutes les bonnes ressources au bon endroit, de donner les bons droits et de permettre à la lambda de fonctionner sans que vous ayez besoin de vous embêter. Je te laisse reprendre. Ouais, allez, c'est parti. Sur EasyLamp, du coup, on avait 2 notions à reprendre de serverless. C'était la partie... Ouais. Ok. Le bouton rouge qui a aucun sens, mais... la partie, du coup, infrastructure, on a du coup... on s'est dit, nous, on déployait tout le temps sur AWS, donc on s'est focus sur le fait de rester focus sur AWS. Mais on a pris, du coup, l'option de déployer avec Terraform. Je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, c'est pas mal parce qu'on peut faire du cross-provider avec. Mais dans un premier temps, c'est vraiment focus juste sur du AWS. Et derrière, sur le code, on les faisait souvent, du coup, en JavaScript, TypeScript parce que les fonctions étaient légères. Et on a ajouté un module en Go parce qu'on a découvert Go et qu'on aime bien. Et du coup, derrière à ça, le EasyLamp a une vraie fonction, c'était de se dire, de créer ce fichier YAML à la racine, de déclarer toutes les fonctions une à une, c'était quand même pratique, mais ça prend un peu de temps quand on commence à avoir beaucoup de fonctions pour les référencer, ce genre de choses. C'est difficile à maintenir, on trouvait. Et du coup, on s'est dit, autant essayer de faire un truc de scripting où on viendrait juste mettre des commentaires dans notre code au-dessus de nos fonctions, de dire, c'est une lambda qui est HTTP, elle a besoin de tant de memory size, c'est un post, elle attend ça, ça, ça. On déclare juste ça en commentaire au-dessus un peu
comme on peut retrouver dans toutes les API. Et on a un système de script qui vient lire nos fichiers et en fait déclarer nos fonctions à Terraform automatiquement. Et du coup, on n'a plus besoin de se prendre la tête à les déclarer dans des fichiers un peu imbuvables. Vraiment, l'objectif, c'est de se dire qu'on va avoir deux modules distincts. Le module Terraform qui va servir à déployer et le module de code, du coup TypeScript.js ou en Go, qui va permettre, lui, de parser les fichiers, build les différents fichiers et faire toute la partie code. C'est que ça permet d'avoir deux choses qui sont complètement interchangeables. Si plus tard on se dit on veut plus de Terraform, on veut utiliser un autre outil, mais en fait la partie parsing va complètement continuer à fonctionner. Et inversement, si plus tard on veut pas faire du TypeScript ou du Go et on veut faire du Rust, en fait on a juste à implémenter le Rust pour les modules Terraform et en fait ça va pouvoir fonctionner. Globalement, comment on va le faire? On a gardé la notion de se dire qu'on a un fichier à la racine, mais il ne va pas avoir le même usage. Notre objectif, c'est de définir les différents dossiers dans lesquels notre architecture va être utilisée. Donc, on va avoir le dossier qui va contenir toutes nos lambdas qu'on va devoir référencer pour savoir où est-ce qu'on va aller chercher les différentes lambdas de notre application. Le dossier Terraform qui va contenir du coup le module EasyLamp qu'on a créé exprès. Et deux, trois petites infos, donc les paramètres par défaut. Donc, dedans, on peut avoir la taille des lambdas qu'on souhaite avoir. Donc, par défaut, on veut que nos lambdas utilisent 128 mégas de RAM, la partie timeout et le runtime. L'objectif, c'est de faire quelque chose d'assez simple et qu'on puisse réappliquer sur toutes les lambdas du projet. En fait, une fois qu'on a déclaré ce fichier, derrière, bon, vous ne voyez pas très bien, de toute façon, on va avoir une démo juste après où on va rentrer plus en détail. Mais derrière, en fait, on a juste un handler, comme expliqué tout à l'heure, qui va être là pour récupérer l'entrée de la lambda. Et de-dessus, en commentaire, on lui dit, bah, c'est une lambda HTTP, le pass, c'est celui-là, la méthode, c'est ça, la description. Et en fait, avec ça, notre outil de parsing va permettre de comprendre que ça, c'est le point d'entrée de la lambda. Il va build le fichier JS avec toutes ses dépendances et créer la lambda associée avec le handler HTTP à côté. Et ça permet de vraiment garder la notion de cette lambda, elle a ce point d'entrée et elle sert à ça. Et on retrouve vraiment une approche comme ce qu'on pourrait avoir sur des projets type Spring Boot, C Sharp, où en fait on a vraiment la route API au-dessus de notre méthode et le binding est fait du coup par l'outil EasyLamp. C'est bizarre de parler d'EasyLamp quand on a créé le truc. Là, l'objectif, c'est de faire une petite démo, de vous montrer comment ça fonctionne. On va pas rentrer trop dans les détails, c'est ce que c'est pas le but. Mais c'était juste histoire de vous remontrer les deux fichiers qu'on vous a montrés, mais un peu plus lisibles sur tout l'écran. Donc là, on a bien le fichier EasyLamp qui est ici. La source sera plus simple. Hop. Merci. Hop. On retrouve le fichier EasyLamp et en fait on retrouve une architecture de projet assez simple. Donc là c'est vraiment des lambdas où il n'y a pas grand chose, donc on n'a pas la couche service, repository, etc. Mais on a vraiment le dossier handler avec les différentes lambdas et le dossier service qui contient la logique. Donc celle qui nous intéresse, nous, ça va être le Hello handler. On retrouve bien du coup le commentaire que j'expliquais tout à l'heure avec le HTTP true, la méthode, le pass, etc. Et derrière, on a une implémentation de handler avec, en se basant du coup sur le package AWS Lambda qui est du coup le package que AWS nous fournit. Hop là. La Lambda fait un truc tout simple, c'est qu'elle récupère le nom dans les query param et retourne un Hello World, c'est vraiment l'utilisation la plus classique. Et derrière, en fait, ce que va faire EasyLamp, c'est qu'il va parser tous les fichiers qui sont dans le dossier handler, récupérer les fonctions, les build. Du coup, nous, on a défini le dossier de build dans le bin. Du coup, il est créé ici. Il met le point env, il crée un fichier main.js. Et il va créer le fichier fonction.tfvar du coup de Terraform. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de comment fonctionne Terraform, mais en fait, il définit le point d'entrée du module et le module va par la suite pouvoir déployer toutes les lambdas. Pour la démo, globalement, on a juste une commande Terraform qui va faire un apply, donc qui va prendre tous les paramètres qu'on a donnés en entrée, les différents binaires, qui va tout déployer et qui va nous sortir un descriptif de ce qu'il a fait. J'espère que tout va bien se passer. Donc l'objectif, c'est pas trop de vous montrer le retour, mais pour ceux qui connaissent un peu Terraform, il va nous lister toutes les ressources qu'il va créer. Et du coup, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que c'est beaucoup plus complexe que prévu. Là, pour juste déployer 2 lambda, il nous crée 20 ressources sur le cloud. Que ce soit la partie pour gérer les logs, pour récupérer la requête HTTP, et que ce soit les rôles des différentes lambdas. En fait, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas instinctivement, qui sont créées automatiquement par AWS quand on le fait à la main, sur le site directement. Mais quand on veut le faire avec du DevOps à côté, ou qu'on veut maîtriser ces différentes couches, en fait, il faut vraiment lister toutes les ressources et les configurer. C'est que de base, on part d'une lambda qui est toute simple, et en fait, derrière, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus complexe si on voulait le déployer nous-mêmes à la main. Donc c'était vraiment cette simplicité qu'on voulait apporter, et se dire, nous, on veut rester maître de ça et pouvoir facilement déployer les lambdas. Hop, yes, normalement, il va créer toutes ces différentes ressources. Je ne sais pas si j'avais dû ouvrir, je crois. Hop.
L'objectif, c'était de vous montrer les différentes lambdas qui étaient créées. Donc là, il est en train de créer, si tout se passe bien. Voilà. On retrouve la première qui est ici. Donc, je pense qu'on ne voit pas très bien, mais c'était pas le plus visuel. Et ce qu'on va retrouver du coup en retour de la commande, une fois qu'il a tout créé, on va pouvoir récupérer l'URL sur lequel appeler notre API, mais c'est plutôt notre lambda. Donc on a l'URL qui est ici. Et pour illustrer justement la partie de call start qu'on expliquait tout à l'heure, hop, ça doit être hello, hop, ça doit être comme ça, voilà. C'est qu'on a notre première API qu'on a appelée, du coup celle qu'on a regardée tout à l'heure, on lui a passé en entrée Lyon.js pour dire que c'est le nom, et du coup il nous répond Hello World Lyon.js. Tout se passe bien. Donc je pense que vous n'allez pas voir d'ici, mais globalement le temps d'exécution de la requête c'est 685 millisecondes. Globalement, c'est à la fois lent et rapide. C'est rapide pour tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire récupérer une ressource sur AWS, instancier le serveur, allouer la ressource, récupérer le code et le lancer. Globalement, c'est quand même assez lent pour se dire que là, on a juste fait un message de récupère le nom et on affiche un retour en JSON. Mais ce qui est important de noter, c'est que ce temps qu'on a perdu à l'instanciation de la ressource, en fait, on va le perdre sur le deuxième appel. Là, je fais mon deuxième appel et on arrive sur 84 millisecondes, ce qui est beaucoup plus cohérent. Et globalement, là, la majeure partie du temps qu'on perd, c'est du temps réseau, le temps d'aller sur le serveur, etc. Il y avait un point que je voulais aborder avec vous, qui est important dans ce sujet-là, mais qui est aussi globalement important sur d'autres applications, c'est lorsqu'on fait de la compilation de projets JavaScript. Donc là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est du TypeScript, c'est pas du JavaScript. Mais il y a une contrainte qui est importante, c'est de se dire que on va avoir tout notre code qui va être packagé dans un seul fichier JS. Donc si on regarde la partie bin qu'on retrouve ici, en fait, on a un fichier JS qui contient tout notre code. Donc là, globalement, il n'y a pas grand-chose, parce qu'en fait, on ne fait pas grand-chose. Mais quand on va avoir des vrais lambda avec des vrais besoins métiers qui vont faire des appels à l'API, en fait, il va falloir intégrer directement dans le code la lib qu'on utilise pour interagir avec la BDD. En fait, il y a tout ce travail de packager tout ce qu'on utilise dans un seul fichier JS qui va être autoportant. En fait, au lancement dans la lambda, on ne va pas avoir besoin de télécharger de notre module ou ce genre de choses. Et ce qui est important, c'est que on l'a bien répété avec lui, l'objectif c'est que la lambda fasse le moins de choses possible et soit le plus léger. Ce qui fait que si jamais au moment de la compilation on fait les choses mal et on se retrouve à récupérer des dépendances qu'en fait dans cette lambda on n'utilise pas mais qu'on utilise dans une autre, on va se retrouver vraiment avec des lambdas qui sont beaucoup trop volumineuses et on va avoir du coup des call start qui vont être de plus en plus longs. Donc je vais attirer votre attention sur ce point parce que j'ai fait une deuxième lambda, donc je ne vais pas expliquer tout à l'heure. Cette lambda, globalement, elle fait absolument rien. Donc, j'ai même pas mis d'endpoint HTTP parce que l'objectif, c'était juste de voir la taille de la lambda. Donc, de base, la lambda, quand on la regarde ici, hop, elle fait 604 bits. Et ce qui est vraiment rien du tout, donc c'est top. Et en même temps, elle fait absolument rien. C'est-à-dire qu'elle récupère un appel de fonction, elle retourne 0 et puis tout se passe bien. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est que dans ce fichier JS, donc on ne voit pas très bien ici, mais globalement c'est le fichier compile.service, en fait on importe un autre service qui est du coup le SQS service. Donc SQS c'est quoi? C'est un système de queue sur AWS, et dans ce service, moi je crée une classe et je récupère le package d'AWS pour communiquer avec une queue. Ce qui me dérange, et ce qui est problématique et ce dont il faut faire attention, c'est que si on ne split pas bien nos fichiers et où on crée des dépendances entre eux, en fait, dans ma lambda compile, qui est censée rien faire du tout, je vais me retrouver avec le package de SQS de AWS. Donc, si on regarde pour l'exemple, normalement, hop, on va le retrouver ici, à un moment, il va me faire require ici, voilà. Hop. Il a pour require de récupérer le package d'AWS. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est que vu qu'il fait un require, théoriquement, ça veut dire qu'on a un autre module à côté, parce que sinon, le fichier ne va juste pas exister, il ne va pas pouvoir le récupérer. Sauf qu'il y a une exception dans les lambdas sur AWS, c'est que dès qu'on va utiliser les libs AWS, globalement, il va les avoir déjà sur le contexte d'environnement, et ça nous permet de ne pas les retélécharger tout le temps. Parce qu'un des usages premiers des lambdas sur AWS, c'est d'interagir avec les services AWS. Du coup, pour faciliter tout ça et rendre les lambdas plus légères, ils se sont dit, dans l'environnement par défaut qu'on va instancier pour les lambdas, on va mettre directement nos packages. Ce qui fait que pour l'exemple, en fait, c'est moins grave et on ne le ressent pas du tout. Donc pour ce cas-là, c'est pas très grave.
mais je me suis amusé à exporter une lib qui est extrêmement importante en JS, qui s'appelle Moment, qui permet de gérer des dates, et sans elle, on serait totalement perdu. Hop. Et en fait, si je rajoute Moment dans mon code et que je le décommente, et je refais ma phase de build, du coup, build, il va me rebuild toutes mes fonctions, il va être tout content. Et en fait, on se retrouve non plus avec 604 bytes, mais en fait, on parle vraiment de kilobytes et de 61,73 kilobytes. Et en fait, dedans, du coup, il m'a inséré toute la lib moment. Alors que moi, de base, ma lambda, elle retourne juste 0 et elle appelle que cette méthode. Parce qu'en fait, on n'a pas cloisonné comme il fallait les différentes fonctions. Et en fait, c'est vraiment des effets boule de neige qu'on peut avoir facilement, où d'un coup, on rajoute une lib parce qu'on a besoin pour une lambda, et en fait, le build ne va pas être capable de comprendre parfaitement ce qu'on utilise. Il n'est pas capable de comprendre qu'en fait, quand on fait un return 0 ici, on n'utilise pas du tout la lib moment. Ouais. C'est très compliqué pour lui de comprendre exactement ce que fait le code et ce qu'il va pouvoir extraire. Et si vous ne pensez pas à cette façon, enfin à ça lorsque vous allez construire votre projet, très vite vous allez avoir des lambdas qui vont être très grosses. Parce que souvent, en fait, quand on va développer ce genre d'application, on crée beaucoup d'interdépendances entre les différents fichiers. Et je vous promets qu'on arrive très vite à des MO de lambda, ce qui est d'une pas top pour l'exécution. Et en plus, du coup, AWS download vraiment des MO alors que ça sert à rien. Donc c'est important d'avoir cette notion et de bien optimiser son code là-dessus. C'était tout pour la démo. Du coup, si on résume vraiment, en serverless, il y a vraiment une règle, c'est la partie légèreté. L'objectif, c'est que les lambdas fassent le moins de choses possible et qu'elles soient le plus légères, donc en termes de code et de quantité du coup à télécharger au démarrage. On retrouve donc vraiment deux règles. Pour nous, c'est une lambda, c'est un endpoint, et un endpoint, ça fait une seule chose. On ne va pas s'amuser à dire que si jamais on a tel paramètre en entrée, du coup, en fait, le comportement va être un peu différent. C'est vraiment une logique associée à un endpoint, et la lambda va faire du coup une seule chose. Et la deuxième règle, c'est charger que le nécessaire. Donc l'exemple typique, c'est une lambda qui n'interagit pas avec la base de données, n'a pas à récupérer le package de la base de données. Ça paraît assez logique, mais en fait, quand on commence à creuser et qu'on ne fait pas attention, on se retrouve très vite à avoir des lambdas qui ont des choses pas utiles pour son comportement. Tout à l'heure, du coup, Louis vous présentait les différentes structures, les différentes couches. On vous l'a remis ici. L'objectif, c'est de vous dire que de base, les lambdas sont vraiment vendus en se disant c'est une fonction qui est dans notre coin, qui va faire son petit bout de travail. Mais en fait, on peut vraiment structurer notre projet comme une API habituelle. Donc, typiquement, une API Express avec les différents contrôleurs, ce genre de choses. Et structurer notre projet tel qu'un projet habituel. Et c'est l'outil, du coup, précédemment serverless ou EasyLamp, qui va tout parser, récupérer tout ce qu'il faut dans chaque lambda et le déployer automatiquement. Donc, en termes de structure de code et de façon de créer le projet, on retrouve vraiment quelque chose de similaire à tous les projets d'API qu'on peut avoir habituellement. Je voulais attirer votre attention sur un dernier point. Précédemment, dans le framework serverless, ça fait vraiment très série quand je dis précédemment. Dans le framework serverless, ils utilisaient Webpack pour build les différents fichiers JS. De plus en plus, il y a ESBuild qui arrive et il y en a plein d'autres. De ce que j'ai entendu, il y avait des conférences sur d'autres runtime nodes récemment. Mais globalement, la partie ESBuild est plus performante, va build plus vite et va permettre de générer des fichiers plus légers. Me demandez pas comment ils se débrouillent, je sais pas, je n'ai pas été à regarder. Mais ce changement de brique nous a permis de gagner beaucoup de temps sur la partie build et surtout d'avoir des fichiers beaucoup plus légers. Et ce qui était important de noter dans cette configuration, qui est, je pense, pas la plus lisible, c'est que vraiment, pour notre projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un fichier en point d'entrée, c'est le fichier d'handler. On lui dit une chose, c'est d'externaliser toutes les libs AWS, comme ça nous permet d'avoir que des requires et non pas d'importer la lib comme pour le moment, ce qui fait qu'on n'avait pas l'explosion tout à l'heure. Et globalement, on lui dit de tout minifier, de tout retirer, d'avoir vraiment le fichier le plus léger possible. Donc ça, c'est la configuration qu'on va retrouver du coup dans EasyLamp et qu'on a utilisé pour parser les différentes lambdas rapidement. Je crois qu'on est sur la partie Rex. Globalement, c'est le moment de regarder un peu ce qu'on a fait et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc par habitude, on commence toujours par les flops. Globalement, si on doit vraiment être un peu critique, la partie Terraform est complexe. C'est-à-dire que serverless, c'était vraiment un fichier YAML. On n'avait pas besoin de toucher à la partie déploiement automatisé, etc. Là, vraiment, on met les mains dans le moteur avec Terraform. C'est pas l'outil le plus simple. On a créé des modules. Globalement, c'est pas non plus la partie qui va être la plus customisable. Le vrai avantage, c'est que si on veut interagir avec d'autres sources qui n'ont rien à voir avec nos lambdas, en fait, on peut juste directement l'écrire en module Terraform et les deux vont très bien cohabiter. Mais par contre, c'est complexe. Il faut connaître comment fonctionne Terraform et c'est une compétence à part entière. Il faut aller l'apprendre.
Et on a des temps de déploiement longs. Donc l'exemple qu'on a donné là était assez rapide, donc c'est pas vraiment parlant. Mais globalement, ce qui va être long, c'est qu'on va passer par les API AWS, du coup il faut lui dire de tout créer. Si les fichiers sont un peu gros, il prend du temps à les upload. Je sais qu'on avait globalement des temps plus rapides quand on utilisait du coup serverless. Ouais. Mais à côté de ça, on compense sur d'autres choses. Sur le build, surtout. Et surtout, il y a une partie moins de support. Globalement, le support, ça va être nous, parce que c'est nous qui avons créé l'objet, enfin le projet. Donc la problématique, c'est que s'il y a un problème dedans, c'est à nous de le gérer. En fait, on n'a pas la garantie d'un acteur tierce qui va nous affirmer que le projet va bien fonctionner, qu'il est compatible. C'est vraiment à nous de tout maintenir. Et c'est également pour ça que vraiment, on vous recommande de ne pas l'utiliser, dans le sens où si jamais un jour il y a un problème, nous, on pourra le régler de notre côté, on va le voir, mais si on ne l'utilise plus et qu'il y a un problème, on ne va pas le corriger. Donc c'était vraiment à titre d'exemple et d'explication de comment réfléchir le serverless. Mais grosso modo, vous amusez pas à l'utiliser sur vos projets d'entreprise ou ce genre de choses, c'est vraiment pas le but. On a parlé des flops, mais il y a quand même des tops, sinon on l'aurait pas fait. Globalement, il n'y a plus de YAML, il n'y a que du code. La seule exception, c'est le fichier JSON, mais globalement, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Le vrai truc qui nous dérangeait avec serverless, c'était de devoir redéclarer tous nos lambdas dans un autre fichier à côté. C'est-à-dire qu'on devait vraiment garder à jour notre code et la lambda à côté, ce qui faisait que potentiellement on pouvait créer une lambda, oublier de la mettre dans le fichier, en fait elle n'était jamais déployée. On n'avait pas de lien entre le déploiement et notre code directement. Les temps de build sont plus rapides, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le fait de passer par ES-Build, en fait, on a des temps de build qui sont beaucoup plus rapides et des fichiers beaucoup plus légers. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Et j'appelle ça chacun son travail, mais le fait d'avoir deux modules différents, la partie Terraform et la partie TypeScript, ça permet vraiment d'être très modulaire sur la façon de construire nos lambdas. Ce que je veux dire par là, c'est que là, demain, on crée un projet en Rust, mais en fait, on a juste à réimplémenter le parseur pour le Rust. Et en fait, toute la partie déploiement et automatisation est déjà prête et va fonctionner. Et le fait de séparer les deux rôles, donc soit là dans le projet, mais de manière globale dans votre code, ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur ce qu'on va faire par la suite. Il me semble que là, on est arrivé à la fin. On vous a quand même mis le QR code si jamais vous êtes curieux pour aller voir le code, pour vous balader. Tout est open source si vous voulez mettre des commentaires ou faire des remarques. Vraiment, on est preneur, il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir. Et merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci déjà. Alors, on n'a pas de micro pour les questions, donc les speakers vous répéterez les questions pour qu'on les ait à l'enregistrement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais, il y a une question, vas-y, il n'y a pas de micro, donc je peux... Alors, j'ai fait un truc qui ressemble pas mal à ce que vous avez fait, et j'ai une question. Je me demande pourquoi vous avez fait votre propre parseur de documentation et que vous n'avez pas utilisé des trucs qui existent déjà comme JS Swagger Doc qui permet de générer une documentation OpenAPI à partir des commentaires dans le code. Comme ça, vous auriez à la fois votre config et à la fois une config OpenAPI qui pourrait être utilisée, déployée pour documenter votre API. Compliqué de résumer la question en une phrase. Non, mais globalement, la question, c'était pourquoi on n'a pas utilisé un outil externe qui était, je crois, JS Swagger ou un truc comme ça. JS Swagger Doc. La réponse va être très simple, c'est parce qu'on ne le connaissait pas. On est resté sur des outils standards de TypeScript. En fait, la plupart des langages proposent des outils pour parser le code lui-même. Et en fait, on est resté là-dessus. Mais globalement, si on avait eu connaissance de ce genre de choses, on n'aurait pas été contre de les utiliser. D'autres questions? Vous avez parlé qu'il fallait faire attention à ne pas partager trop de choses dans le code pour que ça ajoute des librairies qu'on n'a pas prévues. Mais du coup, si on veut suivre ça, est-ce que vous arrivez à maintenir les couches que vous avez mis handler, service, repository? Parce que finalement, on ne peut plus trop partager de code entre les lambdas. Est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement à avoir des silos et cette lambda, elle a toute une couche de service et de repository, l'autre elle a la sienne et finalement peut-être un gros fichier directement dans le handler et ça règle le problème? Pareil, le résumé de question n'est pas facile. Globalement, la question, c'est comment on peut réussir à garder du découpage entre les différentes couches de notre application sans avoir de la réutilisation de code qui va faire qu'on va réimporter des librairies qu'on ne souhaite pas. J'ai bien résumé? Globalement, c'est justement le point le plus complexe. Nous, on aime bien garder cette notion de se dire qu'on va pouvoir utiliser le code, tout est réutilisable, de se dire qu'on a un service par thématique. Il y a des fois où justement on va devoir faire des concessions quand ça ne marche pas. Dans un monde parfait, ça marcherait, mais la solution de se dire qu'on met tout dans le handler
qui va permettre de tout gérer. Au moins, on est sûr qu'on a que ce qu'on veut. En fait, on se retrouve vraiment avec de la duplication de code parce qu'il y a plein de morceaux dans notre projet qu'on va réutiliser partout. Ce qui pourrait être, on va dire, une solution, c'est de dire qu'une fonction, c'est un fichier, et du coup, on est sûr qu'on va toujours importer que ce qu'on veut. Mais pareil, en fait, on va se retrouver avec des fichiers partout. Il faut réussir à trouver le juste milieu, et pour ça, moi, j'ai pas de solution. Il n'y a pas de vraie miracle. réponse, c'est un petit peu au feeling. C'est en fonction de là où tu mets ta limite C'est entre ça. tout écrire dans le handler ou faire une fonction par fichier, quoi. Du coup, ce que vous avez observé, c'est que c'est vraiment ponctuel que ça se passe et c'est pas forcément. Ouais, en fait, Ouais. on va pas aller au point de détail de se dire il a importé une fonction intro. C'est Oui. là où il y a un vrai impact, c'est si jamais il importe une lib qu'on ne souhaite pas, qu'on n'utilise pas. Là, vraiment, on ressent la différence. Mais en soi, une fonction en plus ou même une dizaine de fonctions en plus dans la lambda qu'on n'utilise pas, c'est vraiment rien du tout. Et on va pas sentir la différence. C'est vraiment de se dire si on a toutes les librairies qu'on souhaite et qu'on a enlevé celles qu'on veut pas, on sera déjà bien content. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous traquez la bundle size de votre lambda? Est-ce que vous suivez ça, vous monitorez ça et par exemple avec ESBuild, vous utilisez des outils en plus pour faire de l'analyse de qu'est-ce que vous avez dans votre lambda pour voir le bazar ou pas du tout? Du coup, est-ce qu'on analyse les tailles des bundles et est-ce que globalement c'est fait de manière automatique et pas juste nous qui regardons? La réponse est c'est nous qui regardons. Mais en effet, tu parlais du coup d'outils liés à ESBuild. En fait, on peut générer en plus de notre bundle un tool qui va décrire tout ce qu'il contient et comment c'est formaté. Et à partir de ça, il existe des outils pour visualiser ce qu'il y a dedans. Globalement, c'est des choses qu'on a fait une fois qu'on a un projet, une fois qu'on a un postable, etc., qu'on va regarder, qu'on veut faire la passation. On ne l'a pas du tout automatisé, mais globalement, je sais pas, tous les 2 mois, on va faire le travail de regarder si on a bien tout ce qu'il faut, en effet. Mais si on l'avait automatisé, on aurait pu avoir des alertes avant. Et est-ce que vous faites du mangling ou de l'uglification du code pour... parce que moi, je suis un acharné de la compression. Est-ce que, par exemple, une fonction qui s'appelle anticonstitutionnellement, elle coûte plus cher en stockage que la fonction A? Est-ce que dans votre ESBuild, vous faites de l'uglification de code pour réduire le poids du bundle ou pas du tout? Je répète du coup la question. Est-ce qu'on fait du coup de l'uglification au niveau de ESBuild pour avoir du coup un code très minifié et non pas avoir du coup des fonctions entières comme anticonstitutionnellement? La réponse est oui. Il y a juste une complexité à ça, c'est que AWS a besoin d'avoir un nom d'entrée pour la lambda. C'est que cette fonction-là, on ne peut pas la renommer. Mais par contre, tout le reste, on l'a minifié, on l'a remodifié, et du coup, on n'a pas des fonctions qui sont très longues. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle et après, je pense Ouais, que la une suite dernière. des questions, on prendra. Ouais. Comment vous passez du besoin d'instancier votre API en local? Ou sinon, si vous faites, comment vous faites? Comment on gère les développements en local? Globalement, c'est très compliqué, surtout dans l'environnement de lambda, parce que globalement, on passe beaucoup de temps à interagir avec des services AWS externes. Donc, soit on instancie du coup un environnement qu'on appelle local, mais sur le cloud, du coup, ça perd un peu son sens. Il y a des choses qu'on n'a pas publiées, mais qu'on a développées à côté, qui consistent, une fois qu'on a fait le parsing de toutes nos lambdas avec les routes, en fait, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, on l'utilisait soit dans un module Terraform, soit on avait développé par-dessus un parsing qui permettait de générer juste une API express et qui rappelait automatiquement nos lambdas pour développer en local. Mais globalement, en fait, on n'a pas fait vraiment ce travail, j'ai envie de dire, de le rendre entre guillemets prod ready. C'est vraiment un peu sur notre poste et globalement, on a très vite des limitations sur les lambdas. Le parsing du JWT token se fait au niveau de l'API Gateway, du coup, une couche juste avant. Donc, comment on se retrouve avec dans notre lambda déjà le bon parseur au bon endroit. Enfin, si on veut reproduire le fonctionnement du lambda sur notre poste, on n'aura pas le choix de se tourner vers des outils déjà existants et c'est un travail qu'on n'a pas fait. On s'arrête là pour les questions, mais s'il y a des questions qui reviennent au moment de l'apéro, enfin, il ne faudra pas hésiter à aller voir les speakers. Merci beaucoup. Encore une fois.